on a mis l'occasion dans le quotidien de faire sa part et de simplement, au rythme où on engage ses dépenses, au rythme où on reçoit son salaire, de décider de donner quelques centimes, quelques euros de plus. C'est indolore, c'est symbolique. Mais si on réfléchit au fait qu'à chaque fois qu'on s'engage dans notre société de consommation dans un petit acte qui manipule des euros, si à chaque fois qu'on fait ça, on se pose la question de donner quelques centimes ensemble pour financer une grande cause sociale et environnementale, eh bien on a un effet de démultiplicateur et un effet levier qui est gigantesque. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un geste qu'on connaît tous, mais dont on ne connaît pas l'histoire, le micro-don. Vous voyez, cette option apparaît parfois quand on paie pour arrondir à l'euro supérieur et soutenir une cause. Alors franchement, moi je croyais que c'était un truc mis en place par la banque ou par l'enseigne elle-même. Je ne m'étais jamais demandé qui avait eu cette idée. Et en fait, c'est une vraie histoire. Une idée portée et défendue, peaufinée, par un homme, Olivier Cueil. Il a bossé pendant des années pour que ce petit geste devienne un réflexe collectif. Et j'avais envie de lui tendre le micro parce que ce qu'il a construit, c'est simple, puissant et profondément humain. Une histoire qui, à sa manière, nous emmène tout droit vers demain. Bonjour Olivier Cueil. Bonjour Chloé. Est-ce que ça vous parle déjà l'introduction que j'ai pu faire de vous? Là, si on me voyait, on verrait mon grand sourire. Merci beaucoup pour cette intro. Mais je dois immédiatement rendre à César ce qui appartient à César. Microdon, c'est d'abord un projet collectif. Et c'est d'abord le projet, l'inspiration et l'idée d'un homme qui s'appelle Pierre-Emmanuel Grange, qui est le fondateur de Microdon, avec qui je travaillais à l'époque où nous étions des informaticiens dans une banque de crédit qui s'appelait GE Money Bank. Et on travaillait ensemble. On s'est côtoyés pendant près de 5 ans dans cette banque de crédit. Et un jour, il rentre d'une formation au Mexique. Et il me dit, mais Olive. Donc, je t'appelle Olive. On se tutoie ou on se vous voit d'ailleurs? On se tutoie. Ok. Et c'est Olive. Alors, pour Olive. la plupart des micros, je suis Olive. Et les micros, c'est les gens de l'équipe Microdon. Et Pierre-Emmanuel, me dit, Olive, j'ai découvert un truc incroyable au Mexique. Est-ce que tu imagines que la plupart des gens, quand ils payent leurs achats, peuvent donner quelques centimes au projet d'une association pour financer des projets d'environnement ou de société? Et il dit, franchement, on ferait bien mieux de mettre nos compétences d'informaticien au service d'un projet qui a du sens. Et il m'embarquait, tout simplement. Il a pris ses clics, ses claques. Il a quitté la banque de crédit dans laquelle on bossait. Il a été incubé son projet pendant 6 mois dans une organisation dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et il m'a appelé, il m'a fait un appel de pied. Il m'a dit, c'est parti, là. On y va, on décolle, on va convaincre toutes les enseignes de distribution en France d'adopter ce petit réflexe solidaire et de proposer à tous leurs clients, au moment de payer, de donner quelques centimes à des assos. Alors, pour bien comprendre l'histoire, parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle, dans ce que j'ai pu entendre justement de ce que disait Pierre-Emmanuel, c'est parce qu'il parlait pas du tout bien la langue, c'est ça, qu'en fait il s'est fait avoir et il a découvert le microdon. La vraie histoire, c'est qu'il a passé quelques mois au Mexique et qu'à chaque fois qu'il faisait ses courses, arrivait une question qu'il comprenait pas et il répondait oui. Donc sauf qu'il savait pas à quoi il répondait oui. À tout le monde, il disait si à tout le monde, à tous les agents de caisse qui lui proposaient de faire un arrondi, el redondeo. Et après avoir dit oui quelques fois et avoir roulé des mécaniques auprès de ses collègues, ils lui ont dit, mais tu sais vraiment à quoi tu dis oui? Bah non, en fait, je sais pas. Tu dis oui à l'arrondi. Et ça veut dire que tu payes un petit peu plus cher, mais les centimes que tu donnes en plus vont à un projet d'association. Et donc, là, oui. Ça a été le déclic. Et là, ça a été le déclic. Il faut dire qu'il avait dans ses livres de voyage un livre qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde, qui était un des tout premiers livres de récits de voyage à la rencontre des entrepreneurs sociaux. Et les entrepreneurs sociaux, il y a 15 ans, c'était Mohamed Younous, Tony Melotto et d'autres qui ont ouvert la voie et fait rêver des dizaines et des centaines d'entrepreneurs à travers le monde à cette idée simple qui est on peut avoir un modèle économique et donc structurer une organisation dans laquelle il y a des produits, des ressources, des revenus, des équipes, des charges, au service d'un impact social et environnemental. Et ça, à l'époque, ça a détonné un petit peu parce que il y avait vraiment un clivage très puissant entre l'univers lucratif des entreprises à vocation économique et commerciale et, d'autre part, des organisations sans profit, sans but lucratif, les associations et fondations. Et il y avait assez peu d'innovation et assez peu d'entrepreneurs qui s'engageaient dans cette voie du milieu. Quand tu dis à l'époque, c'est C'était quand? Il y a 15 ans.
Il y a 15 ans. Il y a 15 ans en France. Il y avait un clivage entre les grandes entreprises qui faisaient du profit et le monde associatif. Exactement. Il n'y avait pas le chaînon du milieu qui a émergé avec des organisations comme Phoenix, Too Good To Go, Recyclivre et plein d'autres. On peut en citer quelques dizaines aujourd'hui. Ticket for Change, Make Sense, des organisations qui ont décidé non pas de vivre de subventions, subsides et mécénats qui leur étaient apportés comme carburant pour réaliser des actions sociales, mais pour vivre de services et de modèles économiques à valeur. Donc il y a des usagers qui tirent de la valeur en achetant des services, et grâce à cette valeur créée, ils mènent des actions sociales et environnementales, ce qui est le principe de microdon. Alors avant de comprendre ce qu'est Microdon, j'aimerais comprendre qui est Olivier. Olive. Olive. Alors qui est Olive ? Pour les intimes. Avant le Microdon, avant la création de cette entreprise, qu'est-ce que tu faisais ? Bon allez, on refait un tout petit peu d'histoire, ça va aller vite, mais Olive, donc moi j'ai 47 ans, je suis né en banlieue parisienne, à Montrouge, dans une famille modeste, classe sociale populaire. Je suis très fier d'ailleurs de mes origines, parce qu'elles m'ont distingué de pas mal des gens que j'ai croisés en chemin dans mon parcours d'entrepreneur. Je sais à quoi me raccrocher en permanence. C'est les valeurs de mes grands-parents qui étaient des modestes français. Donc je suis né en banlieue parisienne. J'étais un élève plutôt médiocre. J'étais pas passionné par la scolarité. Le système scolaire me fascinait pas. J'ai fait de l'alternance assez vite dans les métiers de l'informatique. Et dans les années 90, les métiers de l'informatique sont hyper porteurs. C'est l'émergence de la micro-informatique, de l'Internet, des Internets. Et donc, je me prends de passion. En fait, je me prends de passion même avant l'âge de 10 ans pour la micro-informatique. Ça me suit, j'en fais mes études et je rentre dans la vie active très tôt en alternance sur les métiers de l'informatique. Et il se trouve que de fil en aiguille, c'est une banque de crédit américaine qui m'ouvre ses portes, dans laquelle je passe 8 ans, où je m'éclate. Parce qu'une banque américaine, c'est une banque qui donne sa chance à des jeunes talents. Et ça, en France, il y a 15 ans, c'est pas encore gagné. Il y a quand même une vieille culture d'entreprise où les gens qui sont promus sont les gens qui ont déjà 10, 20, 30 ans d'expérience professionnelle. Et ça, c'est quand même une grande chance parce qu'on me donne ma chance, on me donne des nouvelles responsabilités, des nouveaux jobs. C'est comme ça que je me retrouve à encadrer une petite équipe de 6-8 personnes à l'âge de 25, 26 ans chez J-Money Bank, dans laquelle Pierre-Emmanuel Grange est, donc c'est un des membres de mon équipe. J'étais son boss, ouais. C'est pas mal. Exactement, ça. Il a débauché son boss et il est pas peu fier. Il de le dire et le faire. Exactement. Et il a bien raison parce que c'était un garçon passionnant et qui on s'est très bien entendu. Ça a été quoi ta première impression justement quand tu l'as vu, Pierre-Emmanuel ? La toute première fois que j'ai vu Pierre-Emmanuel, je me suis dit... Qu'est-ce que je me suis dit, tiens. Je pense que la première fois que je l'ai vu, ça devait être à une soirée. On devait faire la fête. Et je me suis dit, ce mec est cool et il sait bien faire la fête. Et j'ai envie de faire la fête avec lui. Vraiment. Ça, c'est la rencontre. Après, on a travaillé ensemble, un petit peu. Et quand on a travaillé ensemble, je me suis dit, ça, c'est un type qui sait prendre ses responsabilités, qui sait fédérer et embarquer des équipes, qui sait créer de la dynamique entre collègues et entre collaborateurs. Et j'avais vu juste parce que ce qu'on a fait par la suite en créant Microdon et en mobilisant une équipe de presque 32 personnes maintenant, ça s'est avéré être tout juste. Alors comment est-ce qu'on part quand même du monde de la banque, des affaires, de l'ultra-financier, au sens strict du terme, à la création de Microdon ? Il y a eu un déclic, tu as toujours été touché par ces causes environnementales, sociales ou pas du tout ? Je viens d'un milieu modeste où la question de la petite condition sociale, elle a toujours existé. Je suis pas certain que dans les valeurs et dans le fonctionnement de la famille, il y ait eu beaucoup d'occasions de se mettre en mouvement pour aider, pour faire des actions environnementales, etc. Donc on peut pas dire que ça fasse partie profondément de mon enfance. En revanche, c'est chez J-Money Bank, donc dans cette banque de crédit, que j'ai été invité par une organisation interne qui s'était construite pour mener des actions sociales et environnementales à faire mes premiers pas en solidarité avec une petite équipe qui se mobilisait une journée de collègues pour aller repeindre les locaux de la Croix-Rouge au sud de Paris, avec des opérations de ramassage de déchets. Donc ma conscience sociale, écologique de l'action citoyenne, elle est née des propositions de J-Money.
Donc c'est l'entreprise, le monde de l'entreprise qui t'a amené finalement à t'intéresser à ce sujet. Parce qu'il y a eu des actions concrètes en fait dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Je pense que sur la conscience sociale, ce que j'ai vécu en banlieue, c'était essentiellement la présence de structures pour accompagner les jeunes vers des centres de loisirs, des activités scolaires et autres, le sport. Mais la conscience des enjeux d'environnement en banlieue dans les années 90, franchement, elle est très très faible. Je crois que je connais personne qui prend la parole régulièrement pour parler de conscience écologique, d'action en faveur de l'environnement. Ça n'existe pas. Ce qui est intéressant là, c'est que finalement, tu viens d'un milieu où tu n'as pas forcément été éduqué sur ces questions sociales ou environnementales, dans un environnement où on n'en parle pas du tout. Donc, tu es quand même très loin de ce sujet. C'est ton entreprise qui commence à te faire tester des choses et tu commences à découvrir ce que c'est. Mais pour se lancer dans une entreprise comme Microdon, il faut avoir une énergie et une rage, j'imagine, énorme. Et donc, je me dis qu'il y a forcément un moment où tu as basculé complètement, quelque chose qui t'a totalement transcendé au point de vouloir te lancer quand même dans cette aventure. Ouais, c'est quand même un petit concours de circonstances. C'est la rencontre avec Pierre-Emmanuel, qui est clairement le moteur et à l'initiative de l'impulsion. C'est aussi une période un peu trouble, c'est 2007-2008, c'est la crise des banques. Et quand on bosse dans une banque pendant la crise des banques, je pense qu'on prend en pleine face l'absurdité de la situation. C'est-à-dire que des banques qui sont établies sur la place, qui sont réputées lucratives et fonctionnées, pendant 2-3 années, là, entre 2007 et 2009, se retrouvent dans une incertitude absolue. Les signaux concrets, c'est on coupe les budgets des projets d'investissement, donc tous les sujets qui sont censés faire mes semaines se retrouvent gelés. Et puis c'est le moment où on commence à se creuser la tête, quoi, et à se dire mais attends, pourquoi les banques sont en crise ? Ah, parce qu'aux États-Unis, il y a eu des prêts qui ont été faits à milliards à des gens qui étaient à peine solvables, en comptant juste sur le fait que leur bien immobilier allait gagner de la valeur dans 10 ou 20 ans. La fameuse crise des subprimes, exactement. Et là, je pense qu'il y a ce qu'on vulgarise aujourd'hui en parlant de crise de sens, mais il y a quand même ce sujet, c'est de dire, bon, ok, je m'implique énormément dans mon travail, je mets toutes mes compétences au service d'une organisation qui, du lundi au vendredi, prête de l'argent à des gens qui, pour une partie d'entre eux, sont solvables et c'est juste un coup de pouce. Pour une autre partie d'entre eux, sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, seront en difficulté au moment de rembourser leur crédit, qui vont, à 3 ou 4 étapes de là, devoir consolider leur crédit en un nouveau produit, relissé sur 25 ans, etc. Bon, je veux dire, on aime ça, on n'aime pas ça. Moi, c'était pas ma tasse de thé. Il y a une crise de conscience à un moment. Crise de conscience, crise de sens. Et d'ailleurs, le fait que je travaille dans une banque, c'est un peu un hasard. C'est-à-dire que contrairement aux personnes qui travaillent à l'élaboration des produits, à la conception de ce qu'est une banque dans son cœur de société, moi, je passe mes semaines à installer des serveurs, mettre à disposition des outils informatiques, des gens qui vont réaliser tout ça. Mais finalement, que je fasse mon métier dans une banque ou dans n'importe quel autre univers, pour moi, à l'époque, c'est pas déterminant. Et c'est pour ça que quand Pierre-Emmanuel me dit viens, on fait mieux de ce qu'on a entre les mains, en fait. Parce que ce qu'on sait faire en termes de système d'information, on peut le mettre au service d'autres choses. Et donc, on va aller toquer à la porte des enseignes de grande distribution et on va leur dire, vous savez, votre système de paiement, là, c'est pas si compliqué que ça, de le faire évoluer et de rajouter une option qui va permettre aux gens de décider ou non de donner quelques centimes de plus au moment de payer. Et quand c'est présenté comme ça... C'est simple, pourquoi dire non ? Pourquoi dire non ? Et finalement, le déclic, c'est aussi avant tout un moment privilégié dans ma vie où je suis bien accompagné, je suis bien entouré. La personne avec qui j'ai partagé 20 ans de ma vie me donne cette possibilité. Elle me dit, j'ai un boulot, t'es passionné, t'as envie d'une transition, eh ben vas-y, lance-toi, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sauras où on en est dans 3 ans, tu sauras où tu en es. Et c'est le moment, lance-toi. Elle a vu la passion qui nous animait et elle m'a aussi accompagné là-dedans et je lui rends hommage pour ça parce que c'était un moment déterminant. Donc voilà, une espèce de concours de circonstances entre une crise des banques qui vraiment est un vide de sens, un enthousiasme et un élan débordant de la part d'un collègue, Pierre-Emmanuel, qui m'embarque et m'entraîne avec lui dans cette vision-là, des racines, des valeurs et un socle d'éducation et familiale qui me pousse à m'intéresser aux petites conditions sociales, aux enjeux environnementaux, parce que c'est en moi depuis toujours et que ça me demandait juste à être révélé. Et puis un cadre familial, mon épouse à l'époque qui me dit « Vas-y, lance-toi, c'est beau, ça pétille dans vos yeux »
Et t'as raison, mais mets ton temps et tes compétences au service de ça et vous allez faire un truc grand, quoi. T'avais quel âge à l'époque ? J'avais 28 ans. Donc, pré-crise de la trentaine, on peut dire. Exactement. Grand changement. Je dis parfois que ma crise de la quarantaine, je l'ai fait à 28 ans, à 30 ans. Et après, ça a été autant de joie que de peine. Et il se trouve que, c'est amusant quand je dis ça, souvent quand j'utilise cette expression autant de joie que de peine, c'est quand je parle de mes enfants. Et en fait, mon fils est né l'année de la création de Microdon. Donc, mon fils a 17 ans aujourd'hui, Microdon a 17 ans aussi. Et autant accueillir et s'élever avec ses enfants, c'est une aventure extraordinaire. Autant entreprendre et supporter tous les cycles de haut et de bas qui peuvent naître avec l'entrepreneuriat, c'est aussi un énorme défi. Ouais. Alors justement, on va y venir parce que ce qui est très intéressant dans ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à un moment, tu as besoin d'être réaligné avec ce que tu es en fait réellement, avec tes valeurs. Et aussi, surtout, le fait de vouloir transformer tes compétences pour qu'elles soient utiles aux autres. Et aujourd'hui, on a souvent ce problème de crise de sens. Beaucoup de gens, aujourd'hui, dans leur métier, ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font et veulent justement leur en donner. Et toi, tu es la preuve que c'est possible. On peut être informaticien et créer quelque chose d'extraordinaire. Et c'est important dans Microdon parce qu'en fait, le véritable enjeu, c'était l'enjeu technologique pour pouvoir le mettre en place. Et donc, ta fonction à Microdon était juste essentielle. Sans toi, il n'y aurait pas Microdon aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est Microdon pour ceux qui ne connaissent pas encore et pourquoi est-ce que c'était un véritable challenge pour la technologie que tu as dû développer ? En 2 mots, Microdon, c'est cette idée aussi simple que jolie et évidente qui est que dans notre société, on a 1000 occasions lors des achats, lors du jour de la paye, puisque ça fait partie de l'aventure de Microdon. On a 1000 occasions dans le quotidien de faire sa part et de simplement, au rythme où on engage ses dépenses, au rythme où on reçoit son salaire, de décider de donner quelques centimes, quelques euros de plus. C'est $1, c'est symbolique. Mais si on réfléchit au fait qu'à chaque fois qu'on s'engage dans notre société de consommation dans un petit acte qui manipule des euros, si à chaque fois qu'on fait ça, on se pose la question de donner quelques centimes ensemble pour financer une grande cause sociale et environnementale, eh bien, on a un effet de démultiplicateur et un effet levier qui est gigantesque, parce qu'on est 70 millions de Français, et que chaque année, ces occasions de témoigner sa générosité de façon totalement indolore et micro, eh bien, ça se présente des millions et des milliards de fois. Je vous livre un chiffre. En France, chaque année, on fait 40 milliards de paiements par carte bancaire. 40 milliards 40 milliards de paiements par carte bancaire. Ce sont les chiffres c'est énorme. du groupement d'intérêt général des cartes bancaires. Le chiffre est en ligne. C'est énorme. Donc, il suffit d'imaginer que seulement 10% de ces transactions par carte bancaire donnent lieu à seulement 10% de gens qui acceptent de donner leurs centimes, et on peut lever des mannes financières gigantesques pour financer les grandes transitions de société. C'est comme ça que je les nomme, les enjeux environnementaux et sociaux aujourd'hui. C'est les grandes transitions de société. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, on se dit, qu'est-ce qui manque pour que, quand mon employeur me remet mon bulletin de salaire, j'ai la possibilité de façon assez simple et indolore d'enlever 5 euros de mon bulletin de salaire pour les donner à un projet d'association. Ou bien, qu'est-ce qui manque pour que, quand je passe à la caisse d'un supermarché, je puisse très simplement manifester mon adhésion à une cause sociale et donner quelques centimes au moment de payer. Et il se trouve que quand on sait un petit peu ce qu'il y a sous le capot des systèmes informatiques, des systèmes de gestion de ces transactions de paiement ou de ces bulletins de salaire, eh bien, c'est des conversations qu'on peut avoir très simplement et très naturellement avec les gens qui conçoivent et font évoluer les logiciels qui sont derrière ces solutions. Simplement, personne n'avait pris ni le temps, ni l'énergie, personne n'avait mobilisé l'enthousiasme et la conviction pour aller et retourner et retourner convaincre les personnes qui pilotent ça de faire les évolutions nécessaires. Oui, parce que ce qui est assez fou, c'est que ça existait déjà dans plein de pays, que ce soit même en Europe ou dans le monde. En fait, le Microdon, ça n'a pas été une création de vous deux. Vous avez importé quelque part ce concept. Ouais, alors on est quand même au balbutiement. C'est-à-dire qu'en Amérique, donc Amérique du Nord et Amérique centrale, il y a des balbutiements. Je pense que la singularité de ce qu'on a fait en France, c'est que
les pays d'Europe sont des pays relativement petits. Et donc, le commerce étant organisé à l'échelle des pays, il fallait trouver le bon point d'accroche avec les bons prestataires, des bonnes solutions de paiement pour les bonnes enseignes ou pour les bons employeurs, avec les bonnes solutions d'édition de bulletins de salaire, etc. Et finalement, tout ça répond à des codes complètement différents selon qu'on soit aux États-Unis avec 51 États et une économie globalisée dans les 51 États, ou au Mexique, qui est un pays totalement différent. Donc finalement, on s'est reposé la question plein de fois dans les 15 années. Il y a quelque chose de très local et de très spécifique au marché dans lequel on veut l'implanter. Donc on ne s'est pas contenté de comprendre et copier une solution qui existait dans un pays comme le Mexique, parce que ça ne fonctionnait pas de la même façon. On a dû comprendre comment fonctionnaient les banques en France, comment fonctionnaient les solutions de paiement en France, comment les enseignes de distribution s'appuyaient sur un écosystème de solutions et d'acteurs du paiement en France, pour avoir le bon langage au bon moment avec les bons acteurs, trouver les bons leviers pour les convaincre aux différentes échelles, etc. Parce que c'est quoi la difficulté majeure, en fait, pour lancer ce projet ? C'est de convaincre les enseignes, d'arriver à trouver la solution technique à proposer ou d'aller chercher les partenaires ? La difficulté majeure, c'est que quand bien même les évolutions qu'il fallait opérer sur les systèmes n'étaient pas... il ne s'agissait pas de faire atterrir une fusée qui revient de l'espace, c'est pas aussi compliqué que ça. En revanche, c'était jamais la priorité. C'est-à-dire qu'il y avait toujours dans l'esprit des solutions de paiement ou des acteurs de la distribution un besoin d'évolution des solutions de paiement qui serait bien plus déterminant dans la capacité à vendre plus, à vendre mieux, à faire plus de marge, à embarquer plus de clients, à fidéliser plus de clients, etc. Et donc, poser sur la table une évolution de type « ajoutons de la générosité dans vos solutions de paiement », c'était extrêmement difficile de le faire prioriser et d'en faire un élément qui allait remonter sur le haut de la pile et être adressé par ces acteurs-là. Et donc, il a fallu qu'on... Franchement, je pense que 80% des ingrédients dans la recette, ça a été notre détermination et notre conviction. On se faisait sortir par la porte, on revenait par la fenêtre, on se faisait sortir par la fenêtre, on revenait par le Velux, et on mobilisait toutes les personnalités et toutes les compétences de pouvoir et politique qu'on croisait en chemin. Parce que finalement, cette histoire du microdon et de l'arrondi solidaire, quand on la raconte, au bout de 5 minutes, on a l'adhésion de la plupart des décideurs ou dirigeants qui disent « Bah oui, effectivement, si on arrive à faire ça, c'est génial ». Donc, d'un côté, on a l'adhésion des leaders et des dirigeants qui disent « Bien sûr, c'est simple », et de l'autre, on a une énorme résistance de la part de tous les opérationnels et tous les gens qui doivent prioriser leur sujet au quotidien et qui nous disent « C'est la dernière de nos priorités, votre truc ». Donc, si ça vient pas du big boss... Pourquoi, justement, c'est la dernière des priorités ? C'est la dernière des priorités parce que quand la personne du service communication ou marketing vient expliquer aux personnes qui font évoluer les systèmes que c'est le programme de fidélité qui va faire revenir des clients parce qu'on va leur offrir 20% de réduction sur leurs prochains achats et que c'est ça qui doit être d'abord transformé et qui doit d'abord évoluer dans les systèmes de paiement, et qu'il y a un plan avec un retour sur investissement prévu, que les 6 mois qui vont consacrer à faire ça, ça va rapporter des millions d'euros à l'enseigne dans les 10 prochaines années, et bien c'est là-dessus que va l'attention, la priorité. Et quand à côté, il y a Olive et Pierre-Emmanuel qui toquent à la porte en disant « Et nous, nos petits centimes, là, il faudrait que vous fassiez la transformation pour qu'on puisse rajouter une option de don », on se fait bouler. Donc ça veut dire que même Bernadette Chirac, quand elle a créé les pièces jaunes justement pour pouvoir gagner de l'argent pour les associations, ça vous a même pas aidé déjà, cette aventure qui était en avance du coup, c'était un peu le micro-don d'avant. C'est une question parce que en fait on a cherché à les rencontrer très vite. L'opération des pièces jaunes existait bien avant l'arrondi solidaire. C'est une opération qui a plus de 20 ans, je pense. Et quand on a fait émerger avec cœur cette idée de l'arrondi solidaire, on a cherché à les rencontrer en leur disant évidemment que l'arrondi solidaire doit rapidement servir aux pièces jaunes à se moderniser et à collecter des centimes au moment des paiements en caisse dans les magasins de façon beaucoup plus intégrée avec le processus de paiement. Mais je pense que pendant 5-6 ans, on a été un petit peu inaudible. On faisait partie de ces jeunes pionniers à qui tout le monde demandait de faire ses preuves, en fait. C'est-à-dire que pendant 5 ans, vous êtes passé par la porte, la fenêtre, le Velux, la totale. Ouais. On vous a dit non à chaque fois. À chaque fois, ouais. Vous avez trouvé l'énergie de continuer. C'est une bonne question. Franchement, maintenant que je regarde ça avec du recul, je me dis on aurait pu s'arrêter 6 fois entre 2008 et 2013. Je pense que la leçon entrepreneuriale, qui est une leçon largement partagée, c'est qu'on ne peut pas entreprendre seul. C'est impossible. Donc le fait qu'on soit 2 déjà au début de l'aventure, et puis rapidement 3, 4, 5, puisqu'on a constitué une petite équipe
qu'on a eu beaucoup de mal à payer les premières années parce qu'on n'avait pas de revenus. Mais on a constitué une petite équipe. Et nous, le binôme fondateur, on était indestructibles. Parce que quand un tombait, l'autre le relevait. Et évidemment, il y avait des cycles. Et chacun à notre tour, on s'épuisait, on s'essoufflait. Et on voulait jeter l'éponge, en fait. Moi, j'avais déjà entrepris à l'âge de 20 ans, avec 3 copains à la sortie de mes études. J'avais créé une toute petite start-up web pour fabriquer un comparateur de prix. On parle d'une époque où il n'y avait pas Google. Ah bien, donc vraiment très précurseur, du coup. En 99. Et je crois que Google est arrivé en 2001 en France. Et donc, en 99, j'entreprends avec 3 copains pour créer un comparateur de prix sur Internet. Et ben là, j'ai jeté l'éponge au bout de 6 mois. Parce qu'on n'était pas suffisamment solide. En tant que collectif d'entrepreneurs, on n'avait pas... D'abord, on n'avait pas ce... Ah, c'est amusant, parce que c'est la première fois que je vais mettre ces mots-là dessus. On n'avait pas l'énergie du sens et de la conviction qu'il y avait derrière. Donc oui, on entreprenait sur le web, et oui, on voulait créer un comparateur de prix, mais au fond de nous, on savait que c'était pas un comparateur de prix qui allait changer la vie des gens ou la face du monde. Donc c'est-à-dire que ce qui vous a tenu pendant 5 ans, c'était la conviction que ce projet allait concrètement aider. Exactement. On poursuivait ce rêve et cette ambition de faire donner quelques centimes à tous les Français pour qu'ensemble, on lève des millions et des millions d'euros pour accélérer des projets de transition écologique ou sociale. Tu te rappelles justement le moment où tout a basculé ? Où quelqu'un vous a dit « Allez, je vous suis, on y va ». Hier, évidemment, je m'en souviens. Ah oui, je m'en souviens très très bien. Ça s'est produit à deux moments précis. Le premier, c'est le binôme... Alors, il faut que je précise un petit peu, parce que je l'ai évoqué brièvement, mais en même temps qu'on importait l'idée des microdons sur paiement en magasin, dans des conversations, naissait l'idée de proposer à des salariés de donner quelques centimes, quelques euros de leur bulletin de salaire. Et donc, on avançait sur ces 2 pistes en parallèle. On rencontrait d'un côté des grands acteurs du monde de la RH et du bulletin de salaire, et de l'autre côté des grands acteurs de la distribution et du paiement. Et le premier top, on l'a eu dans l'univers RH. C'est le PDG d'une boîte qui émet chaque mois 2,5 millions de bulletins de salaire en France. Donc, sur les 21 millions de bulletins de salaire qui doivent exister en France chaque mois, c'est à peu près le nombre d'actifs. Il y en a 2,5 millions qui sont produits par une seule et même entreprise, qui s'appelle ADP, okay. Qui est un prestataire d'édition de bulletins de salaire en France. Et le jour où le PDG d'ADP nous a dit « Les garçons, je vous suis, moi, votre truc, j'y crois, et je veux être en France l'acteur pionnier de l'émission de bulletins de salaire qui va pousser cette initiative auprès de ses clients en France », et que son client DRH, à l'époque de la société Eutelsat, qui fabrique et envoie des satellites en orbite, qui s'appelait EasyBR, le jour où ces deux-là nous disent « Bon les garçons, on a fait un peu le tour du sujet, vous nous plaisez bien, votre initiative elle est chouette, on va vous aider et on va faire une première annonce en annonçant que combien ils étaient à l'époque, 200 salariés d'Eutelsat se lancent dans l'arrondi solidaire et vont permettre à la salariée de donner les centimes de leur bulletin de salaire. » Là, franchement, on est en 2010, je pense, donc seulement 2 ans et demi après la création de Microdon. Mais 2 ans et demi, c'est long très quand long. même. C'est quand même très long. Hein. Pour trouver une première signature, une première marque d'intérêt concrète, c'est très très long. Et puis après, il a fallu qu'on attende 3 ans de plus. Donc, merci à Philippe Claire, merci EasyBR. Et ils nous ont accompagnés par la suite pendant des années et des années. Ça a marché de suite d'ailleurs. Les salariés ont joué le jeu ou pas ? Les salariés ont joué le jeu. On a eu rapidement 20% des salariés de Telsat qui donnaient plusieurs euros de leur bulletin de salaire. Donc ça a été un chouette succès. Ils ont décidé ensemble de financer de la création d'emplois par le microcrédit. Donc ils soutenaient 2 associations. Une qui s'appelait Planète Finance à l'époque, qui s'appelle maintenant Positive. Ils ont changé de nom. Et une autre qui s'appelle l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui, chaque année, accompagne 35 000 porteurs de projets à créer leur activité par leurs propres moyens, par l'entrepreneuriat. Et donc, on a financé ça avec Eutelsat et ADP à l'époque. Et puis, il a fallu attendre encore 2 ans pour qu'un homme formidable, qui s'appelle Jean-Paul Mochet, nous ouvre les portes d'une enseigne de distribution. Une enseigne de distribution qu'on peut nommer. Mais si c'est le premier, on a droit, je pense. Là, on peut rendre à César ce qui est à César. Donc Jean-Paul Mochet nous a ouvert les portes de Franprix en 2013. Et en juin 2013, on lance l'arrondi solidaire à 2 pas d'ici, rue de Réaumur. En plus à 2 pas ici, rue de Réaumur, en présence du ministre de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, avec 25 photographes qui ont marqué à vie la vie des agents de caisse du magasin, qui se sont dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» pour venir faire le premier arrondi solidaire dans le Franprix de rue des Aumurs en 2013. Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là ?
Je me dis qu'à 5 ans de travail, la pression relâche, ça doit être énorme. Ouais, c'est inouï. En plus, dans le même temps, donc à la même minute, se joue à la Bourse de Paris un forum qui s'appelle Convergence, qui réunit tous les acteurs de l'économie du développement et de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est une espèce de moment de joie et de magie comme ça, où on est à la fois mobilisé sur un événement en équipe avec plein de visiteurs qui viennent voir ce qu'on fait et nous encourager. Et à quelques centaines de mètres de là, boum, feu d'artifice, les crépitements des flashs des photographes, et on lance l'arrondi solidaire rue de Réaumur. C'est assez magique, ouais. C'est un très très beau moment de vie. Quand tu dis c'est magique, c'est-à-dire ? Ça y est, on voit se dessiner ce rêve Là, il faut vraiment imaginer les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières, quoi. C'est-à-dire qu'on est en caisse, et sur 100 personnes qui passent, il y en a 6, 8, 10 qui appuient sur la touche verte et qui disent « Ok, je donne mes centimes pour une association ». Et nous, le lendemain et le surlendemain, et à la fin de la semaine, on fait le compte et on voit les centimes arriver qui forment des euros, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, et on se dit putain, c'est parti, quoi. Et ils soutiennent la Croix-Rouge, ils soutiennent le Secours populaire, qui eux au départ nous accueillent pareil, quoi. Ils ont leurs priorités, il y a des sujets importants, ils doivent aller lever des millions parce que c'est leur quotidien, et on arrive et on leur dit nous on a trouvé un truc, les gens vont donner leurs centimes, ils vont financer les projets de la Croix-Rouge et du Secours populaire. Les mecs nous disent mais des centimes, t'es sérieux, c'est ça ? Sérieux, quoi. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, on peut parler chiffres, hein, c'est 1900 associations qui sont aidées, 85 millions d'euros reversés. Ouais, donc là, les petits centimes, ils vous disent quoi, la Croix-Rouge, aujourd'hui ? Ils vous disent merci, j'imagine. La Croix-Rouge, ils nous disent merci. L'opération Pièce Jaune nous dit merci aussi, parce qu'ils ont fini par monter à bord. Très bien. C'est un beau moment, ça, le moment où je reçois un appel de... Est-ce que c'est un appel ? Oui, c'est un appel. Je reçois un appel de la bras droit de Brigitte Macron, qui me dit la Première Dame voudrait vous inviter à l'Élysée pour vous recevoir. Elle aimerait parler de l'arrondi solidaire et comprendre comment votre dispositif peut aider la Fondation des Hôpitaux à lever des fonds. C'est pendant les années Covid, donc des années compliquées où la petite boîte en carton est un peu déstabilisée par le protocole sanitaire. On a du plexi, on est barricadé, etc. Donc manipuler des pièces de centimes pendant l'opération Pièce Jaune de 2020, c'est un peu compliqué et compromis. Et donc c'est là qu'on se rencontre finalement. Il aura fallu... Grande place. C'est là qu'on se rencontre, il aura fallu 10 ans pour qu'on se rencontre. Et depuis, c'est non seulement une très belle rencontre, mais c'est aussi permis de booster l'opération Pièce Jaune dans des proportions inattendues. Cette année, là, en 2025, les clients de 3 ou 4 enseignes de distribution auront donné 1 500 000 € à l'opération Pièce Jaune en 2025, centime après centime, avec cette petite touche verte des terminaux de paiement. Donc autant dire que maintenant, on a des super relations avec la Fondation des Hôpitaux et qu'ils adorent l'arrondi solidaire. Justement, satisfaction aussi. Vous les choisissez comment, ces associations ? Est-ce que c'est vous qui allez bien vérifier ? J'imagine qu'il faut quand même bien verrouiller le choix des associations. Le choix des associations, ça part d'une conversation entre les enseignes et nous. Une enseigne de distribution qui vend du maquillage va se dire tiens, cette année, qui on pourrait soutenir ? Et donc, ils réfléchissent à des associations qui résonnent avec les valeurs et les convictions des gens qui viennent fréquenter leur enseigne. Et puis ensuite, ils déterminent des périodes sur l'année qu'on va appeler des campagnes, où ils vont permettre à des clients de donner pour ONU Femmes, pour Sécu du Bonheur, pour Toutes à l'école. Et ils vont donc nommer ces associations. Et à partir de là, nous, Microdon, on a un rôle, c'est qu'on va aller récolter et lire dans le détail les rapports d'activité, les comptes de ces associations, pour s'assurer que tout ça est régulier et qu'on peut rassurer l'enseigne et rassurer les clients de l'enseigne sur le fait que les centimes et les euros qui vont être donnés le sont à des associations qui sont lisibles, transparentes et avec lesquelles des engagements vont être pris. Donc tout ça se contractualise. Les enseignes Microdon et les associations mettent au point ce qu'on va appeler les engagements d'impact. Donc on va nommer des équivalences et on va faire en sorte qu'à chaque tranche de 1000, 10 000 ou 100 000 euros levés dans une campagne, l'association s'engage à réaliser telle ou telle action sur le terrain. Et justement, moi, quand j'appuie sur ma touche verte pour faire un don, l'intégralité de l'argent que je vais donner va aller à l'association, ou il y a peut-être un pourcentage que Microdon prend pour se rémunérer ? Comment ça se passe ? Alors là, on peut revenir sur les particularités de notre parcours d'entrepreneurs sociaux. Pendant 12 ans ou 13 ans, on a réussi
à reverser 100% des dons aux associations. Donc tout ce que les clients donnaient aux caisses des magasins, on le reversait aux associations à 100%. Et la façon dont on vivait, c'est qu'on facturait aux enseignes, Monoprix, Franprix, Sephora, des frais annuels de maintenance et d'opération autour du dispositif. Il se trouve qu'après 12 ou 13 années de fonctionnement, on a fait le constat qu'on n'arrivait pas à fixer le bon niveau de prix avec les enseignes, que malgré toute notre bonne volonté et toute leur bonne volonté à accueillir le dispositif, elles n'arrivaient pas à consentir à régler un montant pour cette prestation qui s'appelle l'arrondi solidaire, qui nous permettait, nous, de structurer nos investissements, nos charges, nos salaires, nos locaux, nos différents postes de dépenses. Et du coup, on a dû se résoudre, après 12 ou 13 ans d'existence, à faire évoluer notre modèle et à mettre en place des frais de service pour les associations. Donc, depuis début 2024, 10% de ce qui est collecté est facturé aux associations par microdon pour simplement assurer la survie et la pérennité de l'aventure. En fait, on s'est retrouvé face à cette question. Voilà où on en est. Ça a été long, ça a été difficile. Aujourd'hui, on ne rentre pas suffisamment d'argent pour couvrir nos charges. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête ? J'imagine est-ce qu'on continue ? Et si on continue, quelles sont les options qui s'offrent à nous ? Aller voir les enseignes et leur dire ça va vous coûter X de plus. On l'a évoqué du bout des lèvres, on l'a testé, tenté, et on a vu que ça passerait pas. À l'inverse, dire aux assos, est-ce que si on vous met à contribution et que maintenant 10% de ce que vous levez est reversé à microdon pour continuer à faire vivre le dispositif et le développer, on a quand même eu un grand oui des assos qui nous ont dit franchement les gars, votre modèle il est inédit et il n'y a aucun acteur qui lève des fonds pour nous qui demande zéro retour et zéro participation de la part de l'association à ces levées de fonds. Il y a des acteurs en France qui commentent, encadrent et régulent l'univers de la levée de fonds pour les associations. On peut parler par exemple du label Don en confiance. Quand je disais il y a quelques minutes que le secteur associatif français s'était structuré suite au scandale d'il y a 25 ans, entre autres, il y a un label Don en confiance qui a émergé et qui est devenu une cellule de veille et de conseil et d'audit pour les associations pour leur permettre d'avoir des pratiques vertueuses en termes de levée de fonds. Il y a un syndicat des associations qui collectent des fonds qui s'appelle France Générosité. Et donc, on est allé au contact de ces organisations en leur disant voilà où on en est, voilà les pistes qui s'offrent à nous, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, c'est une décision qu'on a prise, je dirais, presque collégialement. Alors, peut-être que ça fera grincer des dents certains d'entendre ça parce que, in fine, c'est quand même nous qui avons pris la décision de faire évoluer le modèle dans cette direction. Mais aujourd'hui, on est convaincu que c'était la bonne décision. Et puis surtout, c'était vital parce que faire vivre un projet comme ça nous semblait indispensable. Et les pistes, il n'y en avait pas 36, quoi. Et aujourd'hui, ça marche ? Le modèle est rentable ou aujourd'hui, on est dans une phase un peu particulière où les arrondis sur terminaux de paiement en magasin ont trouvé leur rythme de croisière et c'est une activité équilibrée qui fonctionne et qui fonctionnera dans la durée. Côté dons sur bulletin de salaire, c'est un peu plus compliqué parce que Covid a été une période qui a marqué un frein, un temps d'arrêt dans le développement des solutions de dons sur bulletin de salaire. Je m'explique, du jour au lendemain, les DRH se sont retrouvés à gérer des protocoles d'hygiène et sécurité, de la santé mentale pour les salariés qui étaient, pour certains, très atteints par les périodes de confinement. Bref, il y a des secousses et des répliques post-confinement et post-Covid que doivent gérer les DRH depuis plusieurs années maintenant, qui ont complètement sorti de leur radar et de centre d'intérêt le projet qui consiste à mettre en œuvre une nouvelle solution de dons sur les bulletins de salaire de leurs salariés. On le regrette, mais c'est quand même une réalité qui nous frappe au quotidien. Alors évidemment, on ne peut que remercier les 170 grandes entreprises qui aujourd'hui, et depuis 10 ans pour la plupart, proposent à leurs salariés de faire du don sur salaire, qui sont restés à bord en fait, qui n'ont rien remis en question et qui permettent à leurs salariés de continuer à donner leurs centimes, leurs euros. Mais on ne peut que regretter le fait que trop peu d'entreprises nous rejoignent chaque année. On a divisé par 5 le nombre d'entreprises qui nous rejoignent chaque année sur les 5 dernières années, ce qui est assez préoccupant. Donc on se souhaite des jours meilleurs collectivement, à la fois des DRH qui sont apaisés et qui peuvent se remettre en selle sur des projets comme l'arrondi solidaire sereinement, mais aujourd'hui c'est pas encore le cas. Pourtant on a l'impression que ça leur demande pas énormément de mettre en place ça. Comment ça peut être divisé par 5 ? Ça a un coût financier énorme pour eux de le mettre en place ? Non, c'est pas un coût financier énorme, c'est un juste alignement entre l'état des relations sociales en interne entre la direction, les partenaires sociaux, le dialogue salarié,
la liste des sujets sur lesquels ils sont engagés. On est en 2025. Un DRH aujourd'hui doit être beaucoup plus engagé sur les questions d'égalité homme-femme, de lutte contre les discriminations des minorités et les inégalités, dans la parité des recrutements. Il y a beaucoup de sujets qui ont émergé en fait ces 5-6 dernières années. Mais ils peuvent quand même faire ça tout en proposant à côté l'arrondi sur salaire, ça paraît pas. Mais il n'empêche qu'un DRH et sa petite équipe, il doit se poser la question de quels sont les 3 sujets prioritaires de l'année sur lesquels les gens vont bosser. Et malheureusement, l'arrondi solidaire a un petit peu reculé dans les priorités des DRH ces dernières années. Peut-être aussi, je sais pas, par intuition qu'il y a des sujets prioritaires ou qui sont plus en vogue ou sur lesquels ils sont plus attendus, qui vont prendre le dessus. Voilà. Donc, moi, le message que j'ai envie de passer au DRH, c'est les plâtres ont été essuyés par 170 boîtes, les solutions sont relativement simples à mettre en œuvre. Certes, c'est peut-être pas le projet qui est le plus attendu et le plus demandé par la direction générale, les partenaires sociaux ou les employés dans la boîte, mais franchement, c'est un truc hyper concret. C'est hyper simple, ça reste cette petite proposition indolore qui permet aux salariés d'abandonner quelques centimes, quelques euros à des associations. Et effectivement, c'est un projet qui est quand même assez facile à mettre en œuvre, qui nécessite un petit peu de courage parce qu'il faut pouvoir prendre la parole auprès de ses salariés et 3, 4, 5 fois en 6, 12 mois, envoyer avec cœur et énergie ce projet commun qui est de financer des causes sociales et environnementales. Mais voilà, en fait, on est en 2025, il y a quand même un certain nombre de DRH qui s'engagent. Moi, j'ai tendance à penser que c'est les plus visionnaires, les plus avant-gardistes, les plus courageux, les plus solidaires là, qui continuent à monter à bord. C'est aussi ça qui est agréable chez Microdon, c'est que même si le chemin est dur, tous les gens qu'on rencontre et qui font le pas et qui s'engagent avec nous, au final, c'est par définition ceux qui font le plus vibrer leurs convictions, leurs valeurs, et qui les incarnent le plus parce qu'ils prennent la décision de lancer des dispositifs comme les nôtres dans leurs enseignes de distribution ou dans leur boîte en tant que DRH. J'imagine que quand on est face à autant de freins et avec parfois de grandes déceptions aussi, parce que je l'entends dans ce que tu es en train de dire, que c'est une déception d'avoir autant d'entreprises en moins qui partent dans cette aventure. Est-ce que tu as reçu des messages de personnes suite justement à l'utilisation de ce service de Microdon qui a transformé leur vie, qui leur a apporté quelque chose d'extraordinaire et qui permet à toi de tenir tous les jours pour continuer à te battre pour ce projet? Évidemment, on reçoit des messages ultra puissants de la part des associations parce qu'on est en 2025 et que en 2024, on a distribué près de 15 millions d'euros à des associations. Sur le haut de la liste de ces associations, il y en a certaines qui ont reçu entre 300 000 et 1,5 million d'euros, comme je le citais pour l'opération Pièce jaune. Et effectivement, quand on échange avec les dirigeants de ces associations, ils nous expliquent en quoi maintenant c'est absolument déterminant, en quoi c'est un relais de développement de leurs actions sociales et environnementales qui est déterminant. Oui, franchement, j'ai été nourri et notre détermination, notre volonté renouvelée, elle est grandement nourrie par ce que nous envoient les dirigeants d'associations comme récompense, comme... T'en as un en tête ? Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour une association qui s'appelle Toutes à l'école, qui a été créée il y a probablement plus de 15 ans maintenant par une personnalité publique du monde de la télé qui s'appelait Tina Kiefer. Et Tina Kiefer, elle s'est pris d'affection et d'amitié pour la question de la scolarisation des jeunes filles au Cambodge. Et elle a créé une école qui s'appelle Api Chandara, qui scolarise 1400 gamines. Et il faut savoir que ces filles, elles ne seraient pas allées à l'école parce que les familles cambodgiennes donnent la priorité à l'éducation sur les garçons aînés dans leur famille. Et donc scolariser les jeunes filles au Cambodge, c'est le rêve de voir s'émanciper une génération de femmes qui va regagner du pouvoir sur la condition de femme au Cambodge. Et Tina Kiefer, on s'est vu, je sais pas, une fois par an ces 6 dernières années, avec sa petite équipe qui est formidable. À chaque fois qu'on passe un moment ensemble, on voit dans ses yeux pétiller tout ce que l'arrondi solidaire a changé dans le rapport à l'argent et au projet de développement pour son association. Et ça, c'est unique. Et puis, accessoirement, même si je suis moins consommateur de télé depuis quelques années, enfant, j'ai été un enfant de la télé. Et quand des personnalités qui ont illustré mon petit écran
Après un changement de vie, je les recroise et on se retrouve autour d'une table à déjeuner dans un restaurant à midi pour parler de son projet. Je sais pas, il y a une espèce d'articulation entre ma première partie de vie et ma deuxième partie de vie qui se met en œuvre et qui me rend fier de ce que j'ai accompli. Ouais. C'est amusant. Est-ce qu'on te dit quoi sur le fait que ça a changé la donne pour ces associations, par exemple, pour elles en particulier ? En quoi ça a été transformateur ? Si on prend le cas de l'association Toutes à l'école, je pense qu'aujourd'hui, les campagnes d'arrondi solidaire représentent entre un tiers et la moitié de son budget annuel. Donc concrètement, elle bouclait ses années et elle couvrait ses charges, mais elle avait toujours de la difficulté à financer le nouveau projet pour la rénovation de telle pièce ou l'ouverture d'une nouvelle classe dans l'école, etc. Et après l'arrondi solidaire, ça lui a débloqué des nouveaux moyens, ça lui a permis de réaliser des choses qu'elle ne s'autorisait pas à réaliser avec Toutes à l'école. Même si elle sentait les potentiels de développement, elle n'avait pas les financements pour le faire. Donc c'est aussi concret que ça, en fait. C'est des nouveaux moyens pour des assos qui ont quand même des difficultés à lever des nouveaux gisements de financement et qui ont trouvé des relais de croissance de leurs ressources avec l'arrondi solidaire. Alors, il y a sûrement des gens qui sont en train de nous écouter et qui se disent « Moi aussi, j'ai envie de me lancer, mais c'est un énorme mammouth, je ne sais pas par où commencer. » Qu'est-ce que tu leur dirais ? Moi, j'ai envie de leur dire, vous avez de la chance, parce qu'on est en 2025, et qu'en 2025, ces questions qu'ils se posent, des entrepreneurs les ont comprises et ont fabriqué des parcours pour les accompagner. Je vais essayer d'en citer 2 ou 3 sans en oublier, parce qu'en plus, je vais faire des jaloux, c'est tous des copains. Mais il y a des programmes comme Ticket for Change, des programmes comme MySesame, des programmes comme Make Sense. Donc autant de noms barbares pour nommer des programmes, je les adore, je vous adore les gars, pour nommer des programmes d'accompagnement de transition de vie, c'est-à-dire mettre les salariés d'entreprise en situation de faire le bilan sur leurs compétences, sur leur motivation, sur leurs atouts, les connecter entre eux, puisque je l'évoquais un petit peu plus tôt, les clés de la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est de se trouver et d'être au moins un binôme d'associés, voire plus, pour être capable non seulement de fertiliser ensemble, mais aussi de se relever quand il y a des coups durs, etc. Donc, on est en 2025, il y a des promos chaque année d'entrepreneurs du changement qui suivent des parcours. C'est accessible financièrement, c'est financé par les OPCO, c'est pris en charge par les employeurs. Enfin, je ne pense pas que ce soit des programmes inégalitaires qui donnent leur chance à certains et pas à d'autres. Il y a même aujourd'hui des acteurs du financement de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des fonds d'investissement ou des gens qui veulent investir dans l'économie sociale et solidaire, qui recrutent et encouragent des promotions de futurs entrepreneurs. Donc voilà, c'est génial. On est en 2025. Nous, Pierre-Emmanuel, moi et quelques copains que je citais tout à l'heure, on a quand même essuyé les plâtres et cheminé dans une France qui n'était pas du tout structurée ni prête à accompagner ces entrepreneurs sociaux. Mais on a quand même eu le soutien de grands institutionnels, Microdon pour se développer, à défaut d'avoir les revenus suffisants de la part de ses services, à lever des fonds auprès de France Active, du Crédit Coopératif, de la Maïf qui est montée au capital de Microdon, et plein d'autres, des acteurs institutionnels qui ont cru dans notre projet et qui ont pris des risques avec nous et qui ont investi de l'argent dans le projet pour le développer. Donc la clé, c'est de se rassembler. La clé, c'est de se rassembler. La clé, c'est de ne pas considérer que une idée, parce qu'elle est bonne, doit être développée en secret dans un laboratoire jusqu'à ce qu'elle soit parfaite et que du coup, elle va rencontrer son public et ses marchés. Pas du tout. Moi, je croise encore des porteurs de projets qui sont très avares, qui distillent tout petit à petit les ingrédients de leurs idées, etc. C'est la fausse route absolue. Il ne faut pas croire qu'on va piquer l'idée, au contraire. Exactement. Plus on en parle, plus elle a la chance d'aboutir. Plus elle a la chance de rencontrer des échos, plus elle a la chance de faire des rebonds. Et au pire, on rencontre des gens qui ont la même idée, le même enthousiasme, et donc on s'associe, on fait le point sur où on en est dans le projet, et on se dit que ce sera beaucoup plus puissant et intelligent d'y aller ensemble. Et ça, je le vois, je le vois dans plein de projets, dans le quotidien, c'est... Comment tu te sens aujourd'hui ? Quand je convoque les souvenirs des 15 dernières années, j'ai toujours le sang qui bout avec plein d'adrénaline parce que c'est autant de joie que de peine, c'est des moments difficiles, mais c'est aussi le bonheur d'avoir permis à des assos de lever 85 millions d'euros en 17 années, etc.
Et en même temps, il y a une part de moi qui me dit le potentiel d'une initiative comme celle-ci en France, elle est entre 10 et 20 fois supérieure, au moins. C'est-à-dire que le chemin qu'on a parcouru en 17 ans, raisonnablement, on aurait dû faire 10 à 20 fois plus de bruit, d'ampleur, de conquête, etc. Donc, il y a une part de moi qui me dit est-ce qu'on aurait pu faire différemment ? Qu'est-ce qu'on a raté ? À quel moment est-ce qu'on aurait pu donner de l'ampleur et de la voix à cette initiative ? Donc, je fais communiquer ces deux parts de moi régulièrement. Elles se parlent. Parfois, elles s'engueulent. L'autre réalité, c'est que il y a une part de moi qui est un peu épuisée. Parce que c'est quand même 17 années à puiser dans des ressources précieuses, dans un monde et dans une économie qui est quand même très exigeante. Toutes les normes s'accélèrent, toutes les contraintes s'accélèrent. Et du coup, entreprendre dans cet environnement social, juridique, fiscal, technique, de communication extrêmement complexe, tout ça est quand même assez épuisant. Donc, moi, je conseille aux entrepreneurs de démarrer très tôt. Démarrer à 20 ans, à 25 ans, parce que les 10 ou 20 années qui sont devant vous vont être passionnantes et épuisantes. Peut-être qu'il y a une part de moi qui me dit on s'est un peu acharné quand même. Il y a un peu d'acharnement thérapeutique. Je veux dire, à un moment, il y a peut-être des moments où dans l'aventure, on aurait dû se rendre à l'évidence qu'on brûlait beaucoup de carburant, beaucoup d'énergie, et que finalement, si c'était pas le bon moment, si les enseignes n'étaient pas prêtes à monter à bord massivement et au bon prix, si les DRH n'étaient pas prêts à s'engager au bon moment et à la bonne ampleur avec le bon niveau de tarif, peut-être qu'on aurait... il y a des moments où on aurait dû faire des deuils, où on aurait dû arrêter des activités, etc. Et donc, il y a une part de moi qui regarde ça avec un peu de recul maintenant et qui dit, en tant qu'entrepreneur, si je devais refaire le parcours, je pense que je me convoquerais une fois par an et je me dirais quelles sont les conversations courageuses que tu dois avoir, les décisions courageuses que tu dois prendre et les choses que tu dois arrêter de faire, te recentrer sur certains trucs, etc. Parce qu'on en a quand même... on a quand même cramé beaucoup de carburant. Et les années Covid ont été extrêmement difficiles également. Donc voilà, c'est un entrepreneur social épanoui, heureux de ce qu'il a accompli, qui est là. Aujourd'hui, c'est quand même une grande satisfaction de faire des rencontres comme vous et comme plein d'autres, de gens qui reconnaissent mon parcours au bout de 5 minutes, et parce que c'est un usage qui est présent dans le quotidien, parce que c'est quelque chose qui est très simple, quoi. Quand j'ai repris cet adage des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, il y a peut-être quelques projets en France qui incarnent mieux ça que Microdon, mais pas beaucoup, quoi. Parce que finalement, ramasser des milliers et des milliers et des milliers d'occasions de donner les centimes pour les transformer en millions d'euros pour contribuer à des projets d'impact social ou écologique en fin d'année, c'est quand même assez unique, cette aventure. Donc le nouveau projet de demain, c'est quoi ? Les nouveaux projets, ils sont déjà à l'état de petites pousses. Le premier, c'est un lieu dédié aux transitions qui prend sa place au cœur de Paris, qui s'appelle la Climate House, qui a été impulsé par 80 entrepreneurs qui, comme moi, ont décidé de consacrer à partir de maintenant une partie de leur temps, de leur argent, de leur réseau et contacts et de leur énergie à accélérer les transitions au sein des organisations, des entreprises. Et le deuxième projet dans lequel je me projette ces prochaines années, c'est l'incarnation des enjeux de transition dans un lieu. Moi, j'ai toujours vécu en ville et je commence à être convaincu que les transitions vont s'inventer dans les territoires, en ruralité, dans des lieux qui peuvent, à tout égard, reconnecter au vivant, reconnecter à la source d'énergie qui va nous permettre d'aborder les grandes transitions qui sont devant nous avec plus de joie, plus de connexion, plus de sérénité. Et donc, c'est comme ça que, avec une bande de convaincus, on est en train d'investir un lieu dans le Var, dans le sud de la France. Un lieu magnifique dans lequel vont se dérouler plein de choses, des rencontres d'artistes, des festivals, des séminaires, des stages, des expériences, des ateliers pour vivre la transition de façon concrète. Et de se dire que peut-être ça peut être sympa, c'est ça ? C'est un vaste sujet. Déjà, se reconnecter à soi, faire face à
à ces émotions, à ce qui nous traverse quand on réfléchit à tous les grands désordres là, qui se présentent à nous dans le monde contemporain. Et puis se connecter aux autres, parce qu'ensemble, on est résilient, ensemble, on est collectif, et ensemble, on peut faire de grandes choses. Et je l'ai vu ces 17 dernières années, à l'échelle de l'équipe de Microdon, mais aussi à l'échelle de tous les Français qui, en donnant leur centime, financent des grands et beaux projets. Et puis surtout, l'enjeu de tout ça, c'est de se reconnecter au vivant, en étant proche de la nature, en reprenant conscience de tous ces mécanismes merveilleux qui forment la biodiversité, les écosystèmes, auxquels il est urgent de se reconnecter pour simplement avoir envie de les préserver, de les chérir et de les emmener vers les générations d'après. Parce qu'on a du boulot, là. On a du boulot. Pour terminer, je vais te donner quelques questions. Ouais. Tu réponds spontanément, rapide et efficace. Allez, ça te va ? On y va. Tu préfères qu'on dise de toi que tu es inspirant ou utile ? On dit de moi que je suis inspirant et je crois que les deux sont flatteurs. Donc, Tu préfères lequel, hein ? Je suis à l'aise avec inspirant. Inspirant. Est-ce que tu as une plante chez toi ? J'en ai plein. Elles sont encore en vie. Plein. C'est vrai ? T'as la main verte alors ? J'ai la main verte, ouais. J'aime beaucoup le vivant. Et j'entends les plantes crier quand elles ont besoin de quelque chose. Ah, ça, c'est très fort. Ouais, j'entends les plantes c'est crier. vrai. C'est imagé, c'est symbolique, évidemment. Mais quand même, si je rentre dans une pièce et que je vois une plante qui a soif, là où mes congénères vont passer à côté sans se poser de questions, moi, je vais aller prendre un verre d'eau et nourrir la plante. Alors, t'échanges ta vie pendant 24 heures avec quelqu'un. Qui et pourquoi ? Eh ben, moi, je vais échanger ma vie avec un arbre. Un arbre ? Et ouais, rien que ça. C'est pas une personne, du coup. Ouais, mais si moi j'ai envie de le personnifier, parce qu'il est vraiment exceptionnel, c'est un arbre qui se trouve dans un parc au sud de Paris, qui est un arbre remarquable, qui est un cèdre bleu de l'Atlas, pleureur. Il a une envergure de 800 mètres carrés sous ses branches. Et il est là depuis 160 ans, je crois. Mais tu veux rester immortel, hein ? Et j'ai absolument envie de passer 24 heures dans l'écorce de cet arbre pour vivre dans un autre temps, le temps profond du végétal et de. En fait, je crois que j'ai envie de m'échapper 24 heures de la condition humaine qui est quand même assez frénétique, un peu dingue et dans un espace-temps qui me questionne de plus en plus. Alors, tu reviens dans 10 ans écouter ce podcast. Tu penses que tu vas pleurer ? Non, je serais joyeux de réécouter ce podcast dans 10 ans parce que cette période de ma vie, elle est pivot, elle est heureuse, elle est pleine de promesses, elle est pleine de joie et de récompenses de la façon dont j'ai utilisé mon temps ces 20 dernières années. Donc non, quand je réécouterai ce podcast dans 10 ans, je serai joyeux. Et si je te dis vers demain, tu penses à quoi ? Si tu me dis vers demain, je pense à un monde dans lequel l'homme a repris pied avec les réalités de son écosystème, de son environnement, de sa juste place dans la biodiversité et le vivant. Et je rêve que les humains deviennent des soignants des écosystèmes et soient dans un rôle beaucoup plus juste par rapport au vivant et à la nature. Merci Olivier. Vous venez d'écouter l'histoire d'une personne ordinaire qui a choisi de faire quelque chose d'extraordinaire. Pas besoin d'être parfait pour faire bouger les choses, il suffit d'agir là où on est, avec ses moyens, ses idées. Maintenant, cette histoire vous appartient. À vous de décider ce que vous en ferez. Et si elle vous a touché, n'hésitez pas à la faire voyager autour de vous, à vous abonner, à laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci d'avoir écouté et à très vite dans Vers demain.